Le Gabon est un pays aux multiples visages où chaque province incarne une identité unique. De l'estuaire à la Nyanga, en passant par le Haut-Ogooué et le Wollontem, découvrez les trésors cachés du pays. Au cœur de l'Afrique centrale, bordé par l'océan Atlantique, le Gabon est un pays aux 1000 facettes qui compte 9 provinces. Entre modernité et tradition, il conjugue une biodiversité exceptionnelle, des ressources naturelles abondantes et une identité culturelle forte. Le Gabon, c'est 88% de forêt tropicale, un sanctuaire pour la faune et la flore. Avec 13 parcs nationaux, il est un modèle en matière de préservation environnementale. Ici, éléphants, panthères et gorilles cohabitent dans un décor naturel intact. Avec une superficie de 267 667 km², d'une population d'environ 2,3 millions d'habitants, dont la capitale est Libreville, le Gabon repose sur un sous-sol regorgeant des trésors tels que le pétrole, principal moteur économique avec d'importantes réserves offshore, le manganèse, premier producteur mondial, l'or, le fer, l'uranium, les bois précieux, une richesse à valoriser durablement. Avec une politique axée sur la diversification économique, le Gabon investit dans l'industrie, l'agriculture et le numérique pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le Gabon, c'est un melting pot ethnique où les Fon, Miene, Punu, Nzebi, Obamba, Teke et bien d'autres cohabitent dans une harmonie ancestrale. Le Bouti et les rites initiatiques, un héritage spirituel profond. La musique et la danse, une harpe traditionnelle vête, rythme envoûtant d'une jobi. La gastronomie, des saveurs exquises entre mets forestiers et fruits de mer. Doté d'une stabilité politique relative, d'infrastructures en pleine modernisation et d'une jeunesse dynamique, le Gabon ambitionne de devenir un hub régional en Afrique centrale. Ayant pour objectif l'éducation de qualité, l'industrialisation, le tourisme vert et l'émergence d'une économie durable. Se basant pour défi, lutter contre les inégalités, moderniser l'administration et booster l'entrepreneuriat local. Le Gabon, c'est bien plus qu'un pays, c'est une terre d'opportunités, une fierté africaine, un avenir en construction. Gabonais, en avant, pour la patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons. Un Gabon fort, un destin en nos mains pour l'Afrique libre. Ensemble nous marcherons, ensemble nous marcherons. Les patriotes gabonais sont un mouvement de jeunes gabonais désireux de reprendre en main la politique de leur pays, en proclamant que c'est maintenant le temps de la jeunesse. À travers cet échange national, nous mettons en lumière les difficultés de nos différentes provinces et les mauvaises conditions de vie des Gabonais de la diaspora, tout en proposant des pistes de solutions. Venons et découvrons la Nyanga. La Nyanga, beauté sauvage. Avec pour capitale Tubanga, la Nyanga a une superficie de 21 285 km². Avec une population de 110 000 habitants, elle est peuplée par les Pounous et les Gili. Elle regroupe plusieurs richesses, la pêche, les forêts et un potentiel touristique immense. Paysage époustouflant, entre montagnes, elle est l'une des plus belles côtes gabonaises. Berceau de traditions ancestrales, destination de rêve pour les amoureux de la nature sauvage, avec des plages paradisiaques et ses cascades. Connue pour ses plages sublimes et ses cascades spectaculaires, la Nyanga est un paradis pour les amoureux de la nature sauvage et d'aventure. C'est aussi la terre des contes et des légendes. Patriotes gabonais, en avant, pour la patrie ou la mort, nous vaincrons.
vaincrons, nous vaincrons. Un Gabon fort, un destin en nos mains pour l'Afrique libre. Ensemble nous marcherons, ensemble nous marcherons. Bonsoir mesdames, messieurs, chers internautes, chers patriotes. Bonsoir ou bonjour selon de là où vous vous trouvez. Bienvenue à cet échange national. Aujourd'hui, nous avons à l'honneur la province de la Nyanga avec pour thème Nyanga, Nyanga, Mater, qui pour te redonner ton éclat. Et ce soir, avec nous, nous avons la présence de monsieur Kumba Munga Van Nicolas, diplômé en droit maritime et portuaire, enseignant et actuellement à Mouila, où il effectue, on va dire, un court séjour. Et il va nous gratifier de par sa présence de cet échange sur la Nyanga afin de mettre en lumière certaines difficultés rencontrées par cette localité. La Nyanga, c'est bel et bien le G5 du Gabon. L'échange national consiste à mettre en lumière les difficultés de nos villes, de nos localités et de proposer par la suite des pistes de solutions qui pourront du moins amener les autorités à se pencher sur la question pour améliorer le bien-être des populations ou des Gabonais et des Gabonaises. Nous rappelons également que nous allons terminer par la diaspora et on va vous préparer un résumé de tous ces échanges-là, voilà, pour ceux qui ont raté les premières séances. Alors, bonsoir, monsieur Van Nicolas. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Donc, ça va très bien. Alors, merci déjà de m'avoir invité à cet échange. Et je ne vais pas m'attarder sur mes présentations. Je vois que vous avez fait une belle présentation de ma personne et certainement vous avez fait les recherches nécessaires. Alors, pour aller droit directement dans le sujet, il est important déjà de préciser que la Nyanga, c'est 6 départements. D'accord? Donc, le département de la Duni, le département de la Ditchila, le département de Mongo, le département de la Basse-Bagno, le département de la Haute-Bagno et le département, le 6e département, je ne maîtrise pas trop bien. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que dans chacun des départements, il y a certaines spécificités. Notamment, on va dire, dans la Haute-Bagno et la Basse-Bagno, on va dire que là-bas, les populations sont beaucoup plus basées sur les richesses halieutiques. Et dans le département de la Duni et dans le département de la Ditchila, on va dire que les populations sont plus axées sur les questions agricoles. Donc l'agriculture, c'est, on va dire, le dada des personnes vivant dans les départements de la Duni et de la Ditchila. Même si à côté, on peut évoquer le marbre de Mourindi et on va dire des richesses telles que les richesses forestières, telles que les essences que vous avez citées. Donc le bois d'hiver, les kevazingo, les padouk, les moabi, les doukas et tout le reste. Alors, les difficultés qui sont, on va dire, liées au vivre des populations de la Nyanga ne sont pas très différentes des difficultés que rencontrent les autres Gabonais dans le reste du Gabon. Alors, les populations que nous venons d'évoquer, par exemple celles qui sont dans la Duni et dans la Haute-Bagno et la Basse-Bagno, sont pour la majorité des populations qui vivent des activités liées soit à la pêche, soit à l'agriculture. Alors, le commerce, le transport étant au centre du commerce, l'état des routes joue un rôle, on va dire, majeur dans le développement de ce secteur. Mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, on ne peut pas rallier, par exemple, la province de l'Angounié à la province de la Nyanga en passant par Mbadi pour aboutir, par exemple, dans le département de la Duni, parce que tout simplement, la route est délabrée, la route est coupée. D'accord? D'accord. Alors, vous verrez que les populations qui vivent, par exemple, dans le département de la Ditchila, c'est-à-dire les populations qui vivent dans la zone de Mabanda, qui vont planter du taro
et qui voudront, par exemple, acheminer ce tarot vers les grandes métropoles, donc en passant par Mouila, Lambaréné, pour aboutir à Libreville, rencontrent énormément de difficultés. D'accord? À côté de cela, il y a des difficultés infrastructurelles. Donc, en dehors de la route, on va parler, par exemple, des éléments tels que les banques. On peut prendre le cas des banques. Vous verrez que les fonctionnaires, par exemple, qui vivent dans la province de la Nyanga, ont pour la majorité leur salaire domicilié à Bissig et sont obligés de quitter de la Nyanga pour venir percevoir leur salaire dans la province de Langounier. Ce qui est un manque à gagner pour ces personnes-là parce qu'elles sont obligées de payer le transport. À côté de cela, et il y a des risques qui sont liés justement au trajet qu'ils parcourent ou qu'elles parcourent lorsqu'elles effectuent ces nombreux voyages quand arrive la fin du mois. D'accord, monsieur Nicolas, s'il vous plaît, monsieur Koumba Nicolas. Alors, je vois là que vous êtes rentré de plein pied dans la conversation et c'est déjà très bien. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui explique cet état de délabrement des routes? Qu'est-ce qui explique ces zones de non-développement? Quand on sait que la Nyanga, au temps de Bongo Père, a été considérée toujours comme la province regroupant le plus grand taux d'opposants. Et donc, d'aucuns expliquent ou d'aucuns soutiennent la thèse selon laquelle si la Nyanga est en sous-développement jusqu'à présent, c'est parce que la Nyanga a été toujours réfractaire à la politique du père Bongo. Que répondez-vous à ces détracteurs ou à ces personnes-là qui soutiennent cette thèse? Alors, vous savez, moi, je ne veux pas m'inscrire en faux. Parce que moi, j'appelle ça des débats des chambres et des débats du chanvre. D'accord? Et des débats des dépôts de Moussoungou. Parce que depuis l'époque de Bongo Père, vous connaissez combien des opposants qui sont ressortissants de la Nyanga qui étaient candidats aux élections pendant l'époque de Bongo Père? D'accord. Vous pouvez me citer un nom? Non, nous n'en avons pas. D'accord. C'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, des gens inventent des subterfuges pour justifier le désordre qu'ils ont orchestré depuis des années. D'accord? Très bien. Voilà, on a entendu ici et là que si la Nyanga est restée dans cet état, c'est parce qu'ils auraient voté un certain nom lors du référendum qui s'est passé à l'époque de Mathusalem, je vais dire ça comme ça. Entre-temps, nous savons tous pertinemment que malgré le fait que les populations de la Nyanga aient voté non lors de ce référendum, mais les décisions que le pouvoir voulait faire passer sont passées. D'accord? Entre-temps, partant de cet instant, vous allez constater que la province de la Nyanga fait partie des provinces qui, jadis, ont toujours prêté allégeance au Parti démocratique gabonais qui a géré le pouvoir au Gabon pendant plus de 56 ans. D'accord? Et à côté de cela, lorsqu'Omar Bongo a commencé à vivre ces derniers jours, il a instauré ce qu'on appelait les fêtes tournantes. Et c'est à partir de ces fêtes tournantes qu'un certain développement était envisageable ou envisagé dans les 9 provinces du Gabon. Et donc, la province de la Nyanga n'était pas en reste. D'accord? Alors, le souci, à côté de cela, c'est que les PDGistes, qu'ils soient de l'Angounier, qu'ils soient de la Nyanga, qui sont du Moyen-Ogoué, en tout cas les PDGistes gabonais, n'avaient pas pris à cœur qu'il fallait justement développer des secteurs qui pouvaient permettre aux populations de vivre de manière libre et autonome. Donc, la route étant un facteur très important dans le développement économique de notre pays, ils ont négligé la route. Vous conviendrez avec moi que le pont de Mayumba, le pont de la Bagno, c'est un projet qui date de l'époque de Bongo Père. D'accord? Le port autonome de Mayumba, qui est un grand levier économique, c'est un projet qui date depuis Bongo Père. Mais est-ce que c'est parce que depuis Bongo Père jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des opposants dans la province de la Nyanga que le port autonome de Mayumba n'a pas vu le jour? Je dirais non. Ceux qui mettent cet argument en avant, ils s'inscrivent en faux. Ils n'ont certainement pas, on va dire, des vrais arguments pour justifier le désordre dans lequel ils nous ont mis.
Parce Très que bien. tout simplement, voilà, parce que tout simplement, on a vu des ministres des travaux publics défiler, on a vu des ministres des budgets défiler, on a vu des ministres de la planification défiler, mais ils ont négligé la route, d'accord? Et pour faire le petit lien, la route partant de Lambaréné à Mouila, ça ne fait pas 20 ans qu'elle a été goudronnée. D'accord? Entre-temps, Yes. vous savez, entre-temps, vous conviendrez avec moi que le projet de goudron, le projet de bitumage de la nationale 1, partant donc de Libreville jusqu'à Mayumba, c'est un projet qui avait été inscrit en 1998, même encore dans le pacte national pour la solidarité et le développement que Bongo Père nous proposait lors de cette élection. C'est un projet qui est encore revenu en 2005 pour sa réélection. Mais partant de 98 à 2005, de 2005 à nos jours, qu'est-ce qui a été réalisé? Rien du tout. D'accord? C'est, on va dire, voilà, c'est, on va dire des simples éléphants blancs qui ont été réalisés. Et là même, on est simplement dans le secteur de la route. On a évoqué le secteur des banques. Mais allez-y au niveau de l'éducation. Vous verrez par exemple que lorsqu'un enfant gagne le baccalauréat à Tchibanga, il est obligé de se rendre à Libreville parce que entre Tchibanga et Libreville, il n'y a pas d'université qui soit susceptible ou capable de recevoir cet enfant. D'accord? Oui. Alors, on sait tous que la formation, comme la route, est au centre justement même du développement économique, social et culturel. À ce niveau aussi, quels sont les arguments qu'ils peuvent nous envoyer? Ils vous diront certainement que bon, peut-être que à Tchibanga, dans la Nyanga, il n'y a pas assez d'intellectuels ou je ne sais pas, il n'y a pas d'espace pour construire des universités, pour construire des grandes écoles. D'accord? On va dire, moi j'appelle ça des arguments de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens doivent être capables d'accepter, de dire que nous nous sommes trompés. Pendant plus de 56 ans, on a trompé le peuple de la Nyanga. Pendant plus de 56 ans, on a marginalisé le peuple de la Nyanga comme on a marginalisé le reste du peuple gabonais. Aujourd'hui, nous devons prendre, on va dire, nos responsabilités et rectifier le tir. C'est ça aussi, on va dire quoi? C'est ça aussi grandir, d'accord? Parce que grandir, ce n'est pas simplement prendre de l'âge et blanchir la tête, non. Grandir aussi, c'est accepter ses erreurs et décider de corriger ses erreurs en rectifiant le tir. D'accord. Monsieur Koumat, donc grandir, c'est apprendre de ses erreurs, rectifier le tir. Mais lorsque vous dites on a, c'est concrètement qui doit en tirer les leçons du passé et de sa mauvaise gestion surtout? Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de transition, n'est-ce pas? Yes. Vous allez constater que dans cette transition, il y a un certain nombre de figures que nous avons vues par le passé et qui, pour ma part, sont complices du désordre qui s'est orchestré pendant la gouvernance de Bongo Père, pendant la gouvernance d'Ali Bongo, et qui est encore en train de s'organiser pendant cette transition menée par le général. Donc, lorsque je dis on a, je m'adresse à tous ces Gabonais qui, depuis l'époque de Bongo Père jusqu'à aujourd'hui, sont aux affaires et continuent de prendre les mauvaises décisions, continuent on va dire, d'encourager les détournements soit d'objectifs, soit de fonds. Donc, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. D'accord. OK. Merci, monsieur Nicolas. Alors, la question que j'aimerais vous poser, vous venez de dire tout à l'heure dans vos propos introductifs que la Doni et la Lutila sont réputés comme étant du moins des agriculteurs. Et alors, comment ça s'explique qu'aujourd'hui, la Nyanga n'arrive pas à être auto-insuffisant sur le plan de l'agriculture? Comment expliquez-vous ce fossé-là? Alors, vous savez, moi, j'ai d'énormes soucis à citer les noms des gens, d'accord? Mais il est quand même important de savoir que lorsque Bongo Père faisait de la géopolitique, c'est parce qu'il voulait que chaque individu qui venait au gouvernement ait un regard sur les secteurs qui pourraient booster le développement dans sa localité. D'accord. Il y a quelques mois de cela, nous avions un ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage qui est un ressortissant
du département de la Lutila, par exemple. Alors, lorsque une maman plante le taro à Mabanda, elle fait ce qu'on appelle de l'agriculture vivrière. D'accord? D'accord. Lorsque une maman plante de la banane à Moabi, elle fait ce qu'on appelle de l'agriculture vivrière. Alors, l'agriculture vivrière nous permet simplement de prendre le surplus de nos récoltes pour les mettre sur le marché. Ce n'est pas une agriculture qui nous permet de, on va dire, de planter non seulement en quantité et en masse pour pouvoir nourrir même des provinces qui sont en dehors, même des départements ou des provinces qui sont loin de, on va dire, de notre zone, des zones dans lesquelles ces femmes cultivent. Le souci à ce niveau, c'est justement, comme je l'ai dit, les personnes qui sont mises à ces postes, qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il faut justement qu'ils arrivent à pratiquer de l'agriculture intensive pour permettre à ces personnes-là, justement, qui sont dans ces zones, de se constituer en coopérative agricole. Je disais à Charvet, la dernière fois, on était sur un live, que aujourd'hui, même si on fait des efforts, tant que les volontés politiques ne s'activent pas à mettre les moyens pour que les populations qui sont des populations fortes en agriculture se constituent en coopérative agricole, pour que le ministère de l'Agriculture fasse ce qu'il faut pour que ces personnes-là cultivent en grande quantité et en masse et que cette production soit une production quantitative et qualitative pour qu'elle inonde non seulement le marché national, mais pour qu'elle soit vendue même, on va dire, à l'international, puisque les Camerounais le font. Ils envoient les surplus de leurs récoltes au Gabon. Pourquoi nous, on ne pourrait pas pratiquer de l'agriculture intensive et envoyer les surplus de nos récoltes au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale et en Centrafrique? C'est simplement des volontés politiques ou alors on va dire des politiques de ces gouvernements qui sont mal orientés. D'accord, merci monsieur Kumba Munga pour ces éclaircissements. Alors, je viens avec une autre question sur la situation du chômage. Aujourd'hui, les jeunes de la Nyanga, de Tchibanga se plaignent et crient au chômage. Comment expliquer que dans cette localité, cette province du Gabon, il y ait autant de chômage et qui plus est touche les jeunes? Comment expliquer le chômage dans la Nyanga? Alors, merci déjà pour cette question. Ce qu'il faut dire, c'est que la question du chômage, c'est une question qui accable la majorité des jeunes au Gabon. Et en particulier ceux de la province de la Nyanga, parce qu'aujourd'hui, dans la province de la Nyanga, il n'y a pas d'industrie. D'accord? Il n'y a pas d'industrie dans la province de la Nyanga et donc, du coup, tous les jeunes chômeurs de la Nyanga n'ont pas de débouchés, ils n'ont pas la possibilité d'être insérés dans des entreprises privées pour pouvoir justement avoir de quoi survivre. Alors, ils sont obligés d'attendre les concours de l'État. Pour la petite anecdote, lorsque le président de la transition passait dans la province de la Nyanga, on nous a annoncé qu'il laissait 7 milliards là-bas. 7 milliards pour le développement de la Nyanga. Alors, le développement, pour les petites études économiques que j'ai faites, le développement se fait en 5 étapes. Et le développement commence au niveau local. Si au niveau local, on n'a pas d'entreprises qui peuvent servir d'incubateur pour pouvoir réduire la question du chômage, c'est tout à fait normal que les jeunes de la Nyanga se plaignent, puisque les gouvernants qui aujourd'hui ne peuvent pas permettre aux jeunes diplômés ou aux jeunes chômeurs de la Nyanga on va dire quoi, d'être insérés dans l'administration publique, ne peuvent pas permettre aux jeunes de la Nyanga d'avoir, on va dire, des fonds suffisants et nécessaires pour entreprendre. Parce que tenez-vous bien, on n'entreprend pas sans argent, on entreprend avec de l'argent et les banques ne prêtent qu'aux riches. Vous ne pouvez pas aller auprès d'une banque et demander un prêt si vous n'avez pas de gage, si vous n'avez pas de garantie. Donc, très bien. Le chômage dans la province de la Nyanga, comme dans le Gabon en général, on va dire, c'est
c'est un fait exprès. C'est un chômage voulu parce que les entreprises qui sont mises en place, ce sont des entreprises qui viennent avec un personnel hautement qualifié, avec un personnel qui, ma foi, parfois est importé, on va dire ça comme ça, comme on importe les machines, comme on importe les marchandises, c'est comme ça qu'on importe aussi la main-d'œuvre qui vient saturer les places que ces jeunes-là doivent occuper. Aujourd'hui, on a le projet du port autonome de Mayumba. Mais est-ce qu'on peut nous dire quel est le taux de personnes, quels sont les taux qui sont fixés pour la main-d'œuvre locale? On n'a pas ces chiffres-là. En dehors de cela, il y a la route qui va être construite. Est-ce qu'on peut nous dire quel est le taux d'emploi ils ont réservé pour les populations locales vivant dans la province de la Nyanga et dans les départements que nous avons précités tout à l'heure? On ne peut pas nous donner ces chiffres. Pourquoi? Parce que tout simplement, les questions du chômage, ce sont des questions, on va dire, c'est la question du chômage pour Gabon en général, c'est une question voulue par les décideurs, parce qu'ils se disent aujourd'hui que si les jeunes sont autonomes, ils ne vont plus courir derrière les politiciens et ils vont avoir, on va dire, non seulement ils auront le ventre plein, mais ils auront la tête tranquille pour pouvoir décider, pour pouvoir avoir la lucidité de décider et de faire des choix judicieux en ce qui concerne l'avenir. Donc, on les affame naturellement, on les affame parce que on a besoin qu'ils soient affamés pour qu'ils fassent des mauvais choix et qu'ils courent toujours derrière les hommes politiques. D'accord? Donc, moi, je dis que la question du chômage en général dans le Gabon et en particulier dans la province de la Nyanga, c'est un chômage voulu. Merci, monsieur Nicolas. Donc, le chômage en particulier dans la Nyanga est une situation voulue. Et là, vous rejoignez complètement les propos des coprésidents des patriotes gabonais qui disent que le chômage est entretenu comme on entretient une seconde femme au niveau du Gabon. Alors, nous passons avec une autre question. Il y a du moins le marbre dans la Nyanga, mais l'exploitation n'est pas encore effective. Que faudrait-il faire pour booster cette exploitation de marbre? D'accord. Alors, le marbre de Morindi, justement, fait partie des richesses qui pourraient permettre de développer cette province. Alors, entre griffes, on dit que le marbre n'est pas exploité parce que tout simplement, il n'y a pas d'entreprise, on va dire, publique ou il y a d'entreprises privées qui a des contrats, des vrais contrats établis avec le Gabon et qui exploitent le marbre. Ça, on l'accorde. Mais naturellement, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ce qui se fait en coulisses. Naturellement, aujourd'hui, si une entreprise vient s'installer au Gabon et précisément dans la province de la Nyanga et particulièrement dans la zone de Morindi, c'est clair que cette entreprise va non seulement permettre aux populations vivant à Morindi et dans ses environs d'intégrer l'entreprise et donc de travailler et de gagner leur vie. D'accord? Et le marbre de Morindi va servir non seulement pour la construction des grandes bâtisses de la province de la Nyanga, mais des grandes bâtisses de toutes les provinces du Gabon et même à l'échelle internationale parce que le marbre, c'est un bien précieux. D'accord? Donc, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, ouvrir une entreprise dans la province de la Nyanga qui va exploiter le marbre, ça va permettre justement aux populations de la Nyanga de réduire non seulement le taux de chômage, mais aussi de booster le développement dans leur localité et dans le Gabon en général. Donc, vous et moi, nous savons pertinemment que l'exploitation du marbre demande énormément de capitaux, demande énormément de fonds. Donc, c'est une question encore, je veux qu'on va renvoyer aux dirigeants. C'est à eux, justement, de faire des appels d'offres pour demander aux entreprises qui, on va dire, sont dans le domaine de l'exploitation des pierres précieuses, donc du marbre par exemple, de s'installer dans la province de la Nyanga et précisément au village Morindi pour pouvoir exploiter le marbre et pouvoir payer une RSE qui sera importante et intéressante pour les populations vivant dans ces zones. Donc, c'est encore une fois de plus. Oui, monsieur Kumba, merci. Vous avez tout à l'heure évoqué la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, comment payer une RSE, on va dire, équivaut
à la zone d'implantation quand on sait qu'une société comme Comilog, pour ne citer que cette dernière au niveau de mandat, qui n'arrive même pas à garantir, on va dire, la couverture des soins, des premiers soins à tous les ressortissants de cette localité-là. Donc, comment est-ce que la RSE, et ça c'est une question générale, comment est-ce que les entreprises pourront mieux assurer la RSE auprès des collectivités territoriales ou auprès des ressortissants simplement des dites contrées? Alors, donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans notre pays, il y a ce qui se dit en public et il y a ce qui se dit en coulisses. D'accord? D'accord. Chaque entreprise qui s'installe dans un pays a un cahier de charges. Très bien. Je pense que c'est le cas de Comilog. Alors, la responsabilité sociétale des entreprises est calculée en fonction des rendements de l'entreprise. Vous et moi, nous savons que Comilog exploite le manganèse et que les trains qui transportent le manganèse quittent cette zone-là pour le port tous les jours que Dieu fait. Donc, je pense que en calculant le prix d'un wagon de manganèse, on peut connaître à peu près combien Comilog gagne par année. D'accord? Et à partir de cela, on peut faire un ratio entre ce que Comilog dépense pour exploiter et ce que Comilog gagne et ce que Comilog doit pouvoir reverser aux populations de Moanda. Parce que justement, il y a, on va dire, le principe non seulement d'abord des populations qui sont, on va dire, infectées par l'exploitation, mais aussi des employés qui sont infectés par l'exploitation du manganèse. Donc, qui doivent bénéficier justement des protections de la Convention collective sur le droit du travail et sur la santé au travail. Et pour les populations qui vivent aux environs et qui sont infectées, qui doivent bénéficier justement d'une RSE qui leur permettrait justement de se soigner et de lutter contre les cancers qui sont provoqués par l'exploitation du manganèse. Alors, si on arrive au niveau de Mourindi, où on va faire justement la même chose, une entreprise va venir s'installer, elle va nous dire que bon, moi je veux m'installer, pour m'installer, je vais dépenser, on va dire, par exemple, on va dire, ça je dis rien, 4 milliards pour pouvoir m'installer à Mourindi. Chaque année, je vais, on va dire, exploiter le marbre, je vais gagner 5 milliards. Mais les populations de Mourindi, les populations des villages environnants, les populations des départements environnants vont présenter un cahier de charges. Et à la fin de chaque année, justement, l'entreprise qui va venir exploiter le marbre va faire le ratio, comme on a fait pour Comilog, entre ce qu'ils ont dépensé, ce qu'ils gagnent par an et ce qu'ils doivent reverser aux populations autochtones dans ces zones. C'est aussi simple que ça. Les entreprises ne s'installent pas sans pour autant avoir un cahier de charges. On peut faire la même chose en allant, par exemple, en faisant le rapprochement avec les populations vivant dans les 7 villages de Nzamna, Tiengi, Mukuna, Machuka, Fouanou, Omengo et le reste dans la province de Langounier, donc à 110 km de Mandji, où on exploite le pétrole. Il y a un cahier des charges qui est là. Mais ce que les responsables des entreprises ne nous disent pas, c'est que il y a des hommes politiques qui sont ressortissants de ces provinces, qui sont ressortissants de ces départements, qui sont des élus de ces provinces, qui sont des élus de ces départements, qui vont auprès des entreprises et qui vont réclamer de l'argent. Et donc, du coup, les entreprises, lorsque elles sont, on va dire, elles ont la couverture des élus locaux, donc des hommes politiques de ces départements ou de ces provinces qui viennent réclamer de l'argent, elles ne peuvent pas avoir, on va dire, le courage de continuer à reverser la responsabilité sociétale des entreprises telle qu'elle est établie dans le cahier des charges. Et on connaît le scandale qui s'est passé à Moanda avec l'histoire des maisons. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, vous savez très pertinemment qu'il y a des choses qui se passent en coulisses dont les populations pour lesquelles les populations n'ont même pas la main pour agir. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe pour toutes les entreprises qui sont installées au Gabon. On a vu là, on a vu le scandale de Perenco où on nous montre une école, qui a coûté quelques milliards. Mais quand on regarde l'école, on sait pertinemment que l'école n'a pas pu coûter autant de milliards.
Mais bon, vu l'état de délabrement de l'école, on se demande qu'est-ce que Perenco reverse à ces populations-là. Est-ce que c'est Perenco qui ne paye pas bien la RSE? Est-ce que ce sont les populations ou est-ce que ce sont les élus locaux de cette zone qui, voilà, détournent les fonds ou détournent les objectifs? On se pose un tas de questions, mais on reste... Très bien. Voilà. Ok, merci Monsieur Kumba pour toutes ces lumières. J'aimerais poser une autre question. Donc, comment exploiter stratégiquement, vous l'aviez soulevé tout à l'heure, comment exploiter stratégiquement Mayumba? Alors, vous savez, Mayumba, normalement, le port autonome de Mayumba, c'est un grand levier économique et qui pourrait booster même le développement économique, non seulement de la province de Langounié, de la Nyanga, du Moyen-Ogooué et de tout le Gabon en général. Très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'exploitation du port permet de faciliter les échanges avec l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ouvrant le port autonome de Mayumba, on aura moins de camions qui vont quitter, par exemple, de Mouila avec le bois pour aller au port de Vendo. On aura moins de camions qui vont quitter du Moyen-Ogooué, donc de Lambaréné avec le bois pour aller au port autonome de Vendo. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, en exploitant le port autonome de Mayumba, non seulement on pourra ouvrir des entreprises de pêche, des entreprises commerciales, d'accord? Mais aussi des entreprises même de tourisme, des entreprises même de recherche, de recherche scientifique et même comment on appelle, d'exploration et de tourisme en général. Mais en ouvrant le port autonome de Mayumba, il ne faut pas justement qu'on laisse la route dans cet état. Donc, ouvrir le port autonome de Mayumba pour permettre le développement du département de la Haute-Bagno, c'est aussi permettre à ces populations justement d'avoir des routes fiables pour pouvoir transporter les marchandises qui doivent transiter par leur port. D'accord? Donc, le développement stratégique de Mayumba passe non seulement par l'ouverture du port, mais aussi par la construction des vraies routes qui vont permettre justement l'exploitation fluide des produits qui doivent soit arriver par le port ou alors transiter par le port, mais aussi des produits, on va dire, halieutiques tels que le poisson, tous les produits halieutiques, donc des sources démersales, de tous les poissons qu'on peut trouver, des crustacés et tout le reste, d'accord? Mais aussi de favoriser le tourisme, parce que vous l'avez cité tout à l'heure dans l'une des publicités que j'ai vues ici. Mayumba, on va dire que les plus belles plages du Gabon sont à Mayumba. Mais s'il n'y a pas de route, comment les touristes font pour venir à Mayumba? Ils vont avoir des problèmes pour arriver à Mayumba parce que les routes sont mauvaises. Si le port n'est pas fiable, on n'a pas la possibilité de faire accoster des vrais ferries, donc des navires qui peuvent quitter de Libreville, de Port-Gentil, de Coco Beach, dans le reste du Gabon, pour pouvoir accoster à Mayumba en toute sécurité. C'est clair que la province et donc le département va rester dans cet état. Alors, donc, moi, j'insiste à dire que le développement de Mayumba passe par l'ouverture du port, par l'exploitation des activités maritimes et portuaires, mais aussi par la construction des routes fiables et sûres pour le transit des personnes et des marchandises qui vont booster le développement économique de cette zone-là, mais du Gabon en général. Très bien. Merci, Monsieur Nicolas. Je pense qu'il nous reste deux questions. On a une question ici et une question sur le chat qui va s'afficher là tout à l'heure. Je prends la question que j'ai avec moi ici. Donc, la Nyanga regorge des paysages attractifs et des zones privilégiées par l'État, tels que le parc national de la Mugalaba-Doudou. Donc, face à cela, comment redynamiser la question touristique dans cette province? Vous l'avez déjà mentionné, mais j'aimerais que vous puissiez encore beaucoup plus vous accentuer sur ça en tenant compte du parc national de la Mugalaba-Doudou. Voilà, donc comment redynamiser le tourisme dans cette province? D'accord, alors le tourisme, c'est un élément important dans la mesure où c'est un levier économique qui nous permet non seulement de faire découvrir notre pays, de faire découvrir les paysages de nos pays,
de faire découvrir la culture de notre pays, mais aussi d'avoir des effets d'entraînement sur les activités connexes qui sont autour du tourisme, d'accord, qui tournent autour du tourisme. Donc, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a le transport encore qui revient, d'accord, il y a la sécurité encore qui revient. Mais tenez-vous bien, lorsque des Français, des Américains, des Anglais, des Allemands se déplacent de leur pays pour aller au Kenya, mais ils vont au Kenya parce qu'ils savent que c'est sûr pour eux, parce qu'ils savent qu'ils auront la possibilité de voir des espèces qu'ils n'ont pas la possibilité de voir en état de nature dans leur zone. Vous avez cité le parc de la Mugalaba-Doudou, où il y a plein d'espèces animales qui sont, on va dire, des espèces rares. D'accord? Mais aujourd'hui, si le ministère du Tourisme crée des circuits, donc des circuits de tourisme, des circuits touristiques, mais que en amont, on n'a pas les moyens de transport nécessaires pour faire venir ces touristes-là. On n'a pas les moyens de logement nécessaires pour loger ces touristes. On n'a pas les moyens de restauration nécessaires pour restaurer ces touristes. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir que ce secteur sera attractif ou que cette zone va attirer des touristes? Non. Il faut encore que les moyens soient mis en amont pour que ce secteur-là soit développé, quitte à on va dire quoi, à tisser des partenariats publics-privés pour pouvoir développer un secteur tel que le secteur du tourisme et, on va dire, mettre en valeur ce parc de la Mugalaba-Doudou qui est situé dans la province de la Nyanga. D'accord. Merci, monsieur Nicolas. Je pense qu'il y a une question ici sur le chat. Il y a un projet latent de la mise en place du chemin de fer de Logwe-Ivindo jusqu'à la Nyanga au port de Mayumba. Que pensez-vous de ce projet? Y a-t-il des avancées? Alors, déjà, ça fait un moment qu'on ne voit pas à la télévision les avancées de ce projet, d'accord? Donc, venir dire ici aujourd'hui qu'il y a des avancées de ce projet serait pour moi, on va dire, un argument sans preuve. Pourquoi? Parce que vous et moi, vous savez, on revient d'un pays où, par exemple, lorsque on lance des travaux d'une route, on vous dit qu'on va construire cette route pendant 1 an, pendant 2 ans, et chaque jour qui passe, vous voyez l'état d'avancement des travaux. Mais dans notre pays, on a remarqué quelque chose, c'est que on fait des grandes annonces et derrière, les travaux ne suivent pas. Ou alors, le service de contrôle ou de management du projet, de ces projets, ne sont pas à pied d'œuvre pour informer les populations de l'état d'avancement des travaux. La construction d'un chemin de fer qui part de Logwe-Ivindo à la province de la Nyanga, c'est une très bonne chose dans la mesure où on va exploiter le fer de Belinga. D'accord? Mais est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en place peut dire aux Gabonais que dans 1 an, dans 2 ans, le chemin de fer qui part de Logwe-Ivindo à Mayumba sera mis en service? Je ne pense pas qu'il soit capable de nous donner une information pareille. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas d'état réel d'avancement des travaux et donc on ne peut pas s'aventurer à nous dire que l'exploitation de ce chemin de fer-là va commencer dans 1 an ou dans 2 ans. Moi, je me dis, aujourd'hui, ce projet s'inscrit au même titre que les autres projets. C'est-à-dire que, voilà, Iron Ivindo a certainement commencé l'exploitation ou les implantations et que bon, puisque on n'est pas convaincu que le chemin de fer sera terminé dans 18 mois ou dans 24 mois, donc le pouvoir ne peut pas s'aventurer à venir nous donner des informations à ce niveau. Moi, je regarde la télévision quasiment tous les 2 jours, mais il n'y a aucune information qui porte sur l'avancement des travaux du projet de chemin de fer de Livindo à Mayumba. Donc, aujourd'hui, moi, je suis prêt à dire que c'était juste des faits d'annonce. On espère qu'après les élections, certainement, les travaux reprendront.
D'accord. Merci, Monsieur Kumba Muga, pour ces éléments de réponse. Alors, nous sommes en train de finir, mais avant que de clore, nous voulons vous adresser la question suivante, parce que l'essence même du sujet, c'est Nyanga, Nyanga, Mater, Mater, qui pour te redonner ton éclat. Donc, après avoir fait le constat, après avoir émis ou débité les moyens de solution, qui pour relever la Nyanga? Qui pour la relever? Alors, Monsieur Moussavou, vous savez mieux que moi que le pouvoir a plusieurs niveaux et plusieurs dimensions. Et dans notre pays, on a un réel souci, c'est qu'il n'y a pas de réelle décentralisation et de réelle déconcentration. Je m'explique. Lorsque je dis qu'il n'y a pas de réelle décentralisation et de réelle déconcentration, c'est parce que les collectivités locales, par exemple, ne sont pas totalement autonomes. D'accord? Ça veut dire que aujourd'hui, si par exemple le pouvoir, le président de la République est d'un parti politique et que le maire de Tchibanga, par exemple, est d'un parti de l'opposition, vous verrez que le budget qui sera alloué à la mairie et les projets du maire de Tchibanga ne seront pas, on va dire, aboutis à 75 ou à 80% parce que tout simplement, il y a une volonté en haut de nuire à la collectivité locale qui est, on va dire, d'un bord, on va dire, différent d'une autre. À côté de cela, les présidents ou les chefs qui sont élus dans notre pays sont pour la majorité élus sur des critères sectaires, pas pour des projets qu'ils présentent. Parce que s'ils étaient élus pour des projets qu'ils présentent, lorsqu'on fait le bilan, c'est-à-dire qu'on fait le ratio entre ce que vous nous avez promis et ce que vous avez réalisé pendant votre mandature, en réalité, on ne vous vote plus, on ne vous élit plus. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est que on vote parce que X est Paouin, X est Teke, X est Kota, X est Pounou, X est Togo, ainsi de suite, etc., etc. Et donc, du coup, on n'a pas une réelle vision dans ce qui est, on va dire, pour ce qui est des projets pour lesquels on élit ces personnes. Donc, Nyanga, Nyanga, Mater, qui pour redorer ton image, moi je dis que Nyanga, Nyanga, Mater, pour redorer ton image, il faut déjà d'abord que les fils de la Nyanga se lèvent, mais il faut aussi que les fils de la Nyanga qui, on va dire, communiquent avec les autorités, parce que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, je ne vais pas citer leur nom, c'est pour ça que j'ai dit que dire que c'est parce qu'il y a des opposants de la Nyanga que le développement de la Nyanga n'avance pas. J'ai dit que c'est du mensonge. La majorité des fils de la Nyanga sont toujours derrière le pouvoir. Et donc, s'ils sont derrière le pouvoir, c'est qu'ils sont amis aux gens du pouvoir. Et donc, s'ils sont amis aux gens du pouvoir, c'est à eux de dire à leurs amis qui ont le pouvoir qu'ils doivent avoir un œil regardant sur ce qui doit se faire et sur ce qui se fait dans la province de la Nyanga. C'est ce qu'il faut faire. Merci, Monsieur Nicolas. C'est à eux de dire à leurs amis, justement, qui sont au pouvoir, de pouvoir agir. Alors, notre dernière question, avant de vous donner votre mot de fin, c'est celle de savoir, face au kunabélisme, donc en français, pour emprunter les propos, la langue de Molière, c'est face au clientélisme politique qui est un frein à l'émancipation de la jeunesse de la Nyanga, en particulier, et au Gabon en général. Que pensez-vous de cette attitude? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la jeunesse gabonaise, pour la majorité, est en perte de vitesse. Beaucoup de jeunes ont perdu des valeurs telles que la probité morale, l'intégrité et le respect de soi. D'accord? Et donc, du coup, lorsque vous n'êtes pas intègre, lorsque vous ne respectez pas les critères de probité morale, lorsque vous traquez, vous êtes acculturé, vous êtes nécessairement tenté de faire tout et de n'importe quoi. D'accord? Et donc, le clientélisme politique que vit la jeunesse gabonaise, et pas seulement la jeunesse gabonaise, que vivent les Gabonais, parce qu'on voit
beaucoup de papas et beaucoup de mamans qui sont dans la même mouvance. Hier, ils étaient dans alternance. Aujourd'hui, ils sont dans transition. Ils sont nombreux comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que tout simplement, pour ces personnes, pour la majorité, elles n'ont pas une réelle probité morale. Elles n'ont pas une réelle, elles ne mettent pas en avant les valeurs telles que l'intégrité, telles que la dignité. D'accord? Et c'est cette perte de valeur qui fait que les gens sont comme des girouettes. C'est-à-dire que quand le vent souffle ici, ils sont ici, et quand le vent souffle là-bas, ils sont là-bas. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il serait important que les partis politiques, que les leaders syndicaux fassent comprendre à ces jeunes leaders, à ces leaders de partis politiques, qu'en dehors de la politique et donc de la citoyenneté qu'ils enseignent à leurs militants et à leurs membres, ils doivent leur enseigner des valeurs telles que la probité morale, l'intégrité, la dignité et le respect de soi. Merci, Monsieur Kumba Mbunga. Alors, avant encore que de prendre votre mot de fin, vous aviez entendu parler des patriotes gabonais? Si oui, qu'est-ce que vous pensez d'eux, des patriotes gabonais? Alors, les patriotes gabonais, c'est un mouvement que j'ai intégré d'ailleurs, et c'est un mouvement qui, pour moi, répond aux valeurs que je défends. Et c'est un mouvement qui répond, on va dire, au combat panafricain qui est mené par, on va dire, tous les leaders panafricains aujourd'hui. Et donc, pour moi, je dirais aujourd'hui longue vie au mouvement des patriotes gabonais, parce que tout simplement, c'est un mouvement qui s'inscrit dans le combat qui est le nôtre, qui est donc le combat qui va nous mener à la victoire, qui est celle qui va nous permettre de sortir de l'impérialisme et qui va nous permettre de sortir de cette domination de Babylone. Donc, les patriotes gabonais, effectivement, j'ai entendu parler, j'ai intégré ce groupe, j'ai intégré ce mouvement. C'est un mouvement pour moi qui est, on va dire, qui respecte les valeurs que je viens de citer et qui, pour ma part, peut faire, on va dire, bouger les lignes dans ce pays. Merci, Monsieur Kumba Mbunga Van Nicolas. Et quel est votre mot de fin? Alors, donc, comme mot de fin, ce que moi je voudrais dire simplement, c'est qu'il faudrait que ces actions que nous avons commencé à mener, donc des échanges de ce genre, perdurent et que nous ayons la possibilité d'inviter beaucoup plus de personnes à ces panels pour qu'ils soient outillés, pour qu'ils soient informés et qu'ils comprennent que le Gabon de demain se construit aujourd'hui et se construit avec sa jeunesse. C'est ça que moi, je peux avoir comme mot de fin. Monsieur Kumba Mbunga Van Nicolas, les patriotes gabonais vous remercient et vous souhaitent un bonsoir chez vous. Merci, bonsoir également chez vous. Les patriotes gabonais sont un mouvement de jeunes Gabonais désireux de reprendre en main la politique de leur pays en proclamant que c'est maintenant le temps de la jeunesse. À travers cet échange national, nous mettons en lumière les difficultés de nos différentes provinces et les mauvaises conditions de vie des Gabonais de la diaspora, tout en proposant des pistes de solutions. Venons et découvrons la Nyanga. La Nyanga